Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous le savez, l'atteinte de nos objectifs de sobriété énergétique au niveau national dépend étroitement de l'engagement des communes. Dans ce domaine, un des enjeux est l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Exemple de bâtiments tertiaires dans le public, ce qui est administration, enseignement, santé, la liste est longue. Je vous donne un chiffre au niveau national. Les bâtiments tertiaires en France, c'est 1/3 de la consommation d'énergie totale des bâtiments. L'enjeu est de taille, Saint-Cloud avance et se doit de poursuivre sa progression pour être au rendez-vous. L'État fixe des objectifs à l'ensemble du pays, et notamment aux collectivités locales, via ce qu'on appelle le décret tertiaire, alias dispositif éco-énergie tertiaire. Je rappelle juste le contexte qui date du premier mandat d'Emmanuel Macron, 2018, loi Elan. Cette loi donne une base légale à l'obligation de performance énergétique du parc tertiaire. 2019, publication du décret tertiaire qui en fixe les modalités. Alors, le périmètre. Donc, sont assujettis au décret tertiaire l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire dont la surface de plancher cumulé fait au moins 1000 m² qui sont situés sur une même unité foncière ou un même site. La première question, monsieur le maire, c'est pouvez-vous nous communiquer la liste des bâtiments publics concernés à Saint-Cloud? Au niveau des objectifs, chaque bâtiment, ou ce qu'on appelle dans le jargon entité fonctionnelle assujettie, lorsqu'on regroupe plusieurs bâtiments, la loi demande de choisir entre deux options de réduction de consommation d'énergie. Première option, choisir la valeur relative. Dans ce cas, la ville sélectionne une année de référence et par rapport à celle-ci, décide de baisser la consommation, de fixer l'objectif de baisse de consommation à moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. L'autre option pour la ville, c'est de choisir la valeur absolue. Elle s'engage alors à baisser la consommation du bâtiment en dessous d'une valeur fixée par décret pour 2030, 2040 et 2050 en kilowattheure par mètre carré. Ma deuxième question, monsieur le maire, pouvez-vous partager avec nous la stratégie de la majorité, c'est-à-dire le type d'objectif qui a été retenu pour chaque bâtiment, ainsi que la consommation actuelle, la consommation cible à chaque échéance, les travaux ou adaptations si besoin, avec le gain énergétique espéré, et bien sûr leur délai et leur coût avec le plan de financement. La non-atteinte de l'obligation de sobriété à chaque jalon est passible d'une amende de 7 500 € par bâtiment pour les personnes morales. Quel est le niveau de risque que la ville se sanctionne? C'est plus pour le symbole que je pose la question. Bref, vous l'aurez compris, ce décret tertiaire est à la fois une opportunité pour accélérer la transition à Saint-Cloud et en même temps c'est un défi qui nécessite des investissements. Des investissements qui, sur le principe, ont fait consensus lorsque tous ici, nous nous sommes présentés aux élections municipales en 2020. Monsieur le maire, vous avez été élu en vous engageant sur un maintien de la fiscalité, nous aussi du reste, mais entre-temps, les contraintes se sont accentuées sur notre ville et ses habitants. Crise sanitaire, crise énergétique, inflation, pénalité de carence pour logements sociaux, DGF au plus bas, péréquation au plus haut. Face à cette situation, et en tant que société clodoaldienne, le mieux, je pense, est de nous faire confiance. 1. Recréer un espace de dialogue où peut s'élaborer une vision collective et responsable. 2. Poser la question des ressources, et en particulier celle de la fiscalité. Est-ce suffisant ou pas au regard des objectifs que l'on se fixe? 3. Puiser dans la participation citoyenne un nouveau souffle pour la deuxième partie du mandat. C'est pourquoi je propose à notre Assemblée d'inscrire dans le budget 2023 une ligne de 30 000 € pour la tenue d'une concertation sur le thème Saint-Cloud 2030, ville sobre et résiliente. La première des solidarités intergénérationnelles, c'est de transmettre un monde soutenable à nos enfants. Ouais, la première des responsabilités de l'État, c'est surtout d'éviter d'endetter nos enfants. Mais pour l'instant, on en est très loin avec 3 050 milliards de dettes publiques. Ça, je pense qu'effectivement, et vu les déficits budgétaires structurels, je pense qu'on en est très loin. Alors, le problème, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à la question qu'on a reçue, donc on va essayer de répondre, mais on ne peut pas répondre sur tout. Mais Madame Pinault, allez-y. Merci, monsieur le maire. La question est quand même très très vaste, je ne vais pas répondre à tout. Tout ce que déjà je peux vous dire, c'est que les bâtiments qui sont concernés à Saint-Cloud sont des bâtiments communaux. Nous avons des bâtiments effectivement de plus de 1000 m². Le Carré, en l'occurrence, le Conservatoire de musique, les Trois Pierrots, la médiathèque, le musée, et puis les groupes scolaires, évidemment, l'hôtel de ville, les garages et ateliers, la Villa des Tourneroches et ses annexes, le centre de loisirs Saint-Exupéry, la colonie de vacances à Tamier, le gymnasiuette, l'ensemble sportif des Tourneroches, et puis il y a des locaux privés également, qui sont 2 locaux qui se situent dans les bureaux de la colline,
ainsi que le parking Libération, dont les déclarations sont effectuées par Indigo. Donc c'est Indigo qui gère le décret tertiaire concernant son parking. Voilà, donc actuellement la ville est accompagnée par la société Adviseo, qui gère la première étape du décret, qui consiste à renseigner les déclarations de consommation énergétique de 2010 à 2021, et ceci dans la base de données Opéra, et nous aide également à choisir les années de référence pour chaque bâtiment. Dans un deuxième temps, la ville devra mettre en œuvre un plan d'action qui répondra aux objectifs de réduction des consommations d'énergie, et un budget de 100 000 € a été inscrit à cet effet pour 2023. Alors, effectivement, il y a des pénalités, mais qui sont moindres, comme vous l'avez vu, qui ne sont pas très incitatives, enfin pas très coercitives. En revanche, à part les sanctions financières, il y a des sanctions qui sont liées à la non-transmission des données, qui peuvent entraîner effectivement une mise en demeure par le préfet, et voire mener à la publication des noms des entreprises ou autres sur un site de l'État qui s'appelle Name and Shame. C'est tout un programme, j'adore ce terme, franchement. Voilà, au risque de porter atteinte à l'image des entreprises mises en cause. Voilà, c'est l'exemple donné par l'État de dénonciation qui est assez... voilà, de délation même. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci Madame Pinault. Non, Ça mais suffira, c'est vrai que ça peut être un sujet sur lequel d'abord, franchement, on n'a pas attendu ça pour travailler. J'avais donné, je ne sais plus à quel conseil municipal, dans mon intervention liminaire, j'avais donné le montant dans les écoles que nous avions investi depuis 2008, suite à un audit que nous avions réalisé, et qui justement était déjà sur cette préoccupation. Et donc, moi, je trouve ça extraordinaire parce que tout d'un coup, l'État se préoccupe de ça, c'est formidable. Hein. Je me demande d'ailleurs bien comment il va régler le problème de ses propres bâtiments à lui. Quand on voit l'état du patrimoine de l'État, hein, il suffit de regarder sur notre commune, les Malaquais, la caserne Sully, même si elle a été reprise par le département, le pavillon de Valois, par exemple, qui est quand même un bâtiment classé, qui est en ruine. Hein, il y a des étages qui sont condamnés, sinon vous passez au travers. Enfin, moi, je veux bien qu'on nous fasse la leçon tous les jours, mais vous savez, vous allez dans la rue d'Orléans et vous avez à gauche le Carré, propriété de la commune de Saint-Cloud, réhabilité, 10 millions d'euros d'investissement ouvert en 2008. Et en face, vous avez les Malaquais, propriété de l'État, en ruine, insalubre, où on a été obligé d'enlever les agents de l'État qui étaient logés là, parce qu'ils y étaient dans des conditions d'insalubrité totale. Bon, voilà, c'est ça la réalité déjà de la gestion municipale et de la gestion de l'État. Mais voilà. Alors après, on nous demande, comme si on n'avait que ça à faire, sur 10 années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 10 années, sur une plateforme qui est une plateforme gouvernementale, et donc qui est quand même la dépossession, une fois de plus, des libertés locales. C'est-à-dire qu'une fois que les données auront été saisies sur une plateforme gouvernementale, vous aurez je ne sais quel sbire qui se pointera et qui dira « Ah, mais là, vous avez vu, vous avez consommé, là, vous n'avez pas consommé », et sans tenir compte d'ailleurs de la réalité des travaux effectués. Vous savez, c'est comme quand, dans le quinquennat précédent, il a été voté le fameux, la loi Cahors qui devait contraindre les collectivités à ne pas dépasser un certain pourcentage de dépenses. Bon, c'était cocasse quand même, parce que contraindre les collectivités qui sont toutes excédentaires à ne pas faire varier leurs dépenses de plus de 3%, quand on voit que le déficit public de l'État, il était cette année-là de 120 ou 123 milliards, je crois, et on était avant le Covid, tout ça fait cocasse, mais bon, c'est la même chose, on crée toujours des obligations aux autres et on ne se les applique pas à soi-même. Eh bien, la loi Cahors ne tenait absolument pas compte de la gestion des communes. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui probablement avaient besoin de faire des économies, c'est très réel, et puis vous aviez d'autres communes qui étaient déjà, l'expression n'est pas très jolie, mais un peu à l'os. Et la loi Cahors, si vous voulez, on leur demandait de faire 97% de dépenses au lieu de 100. C'était très difficile parce qu'elles n'avaient pas attendu la loi Cahors pour régler leur problème. Je vous prends l'exemple de nous, on n'était pas soumis à cette loi parce qu'on était inférieur à la jauge, parce que c'était critérisé. Mais nous, on avait mené un certain nombre d'économies en 2015. Monsieur Cazeneuve était présent au conseil municipal à l'époque, monsieur Brunswick aussi. Et à l'époque, on avait fait 4 millions d'euros d'économies. C'était avant la loi Cahors, donc on n'avait pas attendu ni le président de la République, ni le gouvernement de l'époque, ça devait être Édouard Philippe, pour faire des économies. Et si on avait été soumis à cette loi,
Je ne sais pas très bien comment on aurait fait pour atteindre les objectifs, parce que nous étions déjà dans une situation où nos dépenses, il suffit de regarder tous les indicateurs, sont déjà extrêmement tenus. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est l'arbitraire de ce truc-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on jette comme ça des chiffres et il faut faire des choses. Bon. Quant à la dernière proposition qui est de vouloir montrer du doigt des communes ou des entreprises, moi je suis très choqué que l'État se lance dans ce type d'agissement. Nous savons que nous avons un pays où parfois la délation ou les comportements jaloux peuvent déjà inciter les habitants ou les citoyens à faire des choses et aller amplifier le phénomène en disant, vous savez, c'est comme François Hollande, je m'étais insurgé quand il avait légiféré sur les fameux lanceurs d'alerte. Je ne suis pas persuadé que ce soit à l'État d'inciter ce genre de choses, parce qu'après, il faut l'encadrer pour éviter l'arbitraire, et ça devient très compliqué. Donc, moi, je suis très choqué par ces manœuvres. Alors, nous, on mettra ça en ligne, on n'a rien à cacher, on s'en fout complètement. On a commencé en 2008, donc on n'a pas attendu. Mais franchement, c'est quand même des méthodes assez étonnantes. Enfin, sur le sujet qui semble vous préoccuper, qui est le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique, je ne sais pas très bien que chacun constate et que personne ne conteste. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de débat. On ne tire pas tous la même analyse, les mêmes causes, les mêmes conséquences du phénomène, mais le phénomène est là, c'est évident. Enfin, personne ne peut le nier. J'ai essayé de regarder un peu quels étaient les chiffres, et finalement, est-ce qu'on avait raison de toujours s'auto-flageller ou de considérer qu'on est de mauvais élèves? Je ne parle pas de la ville de Saint-Cloud, mais je parle plus de notre nation, parce que à Saint-Cloud, on fait les choses bien, et finalement, notre pays aussi. Et alors, quand on regarde les chiffres de près, c'est assez marrant, parce que la France, pour bien comprendre les grands ensembles, la France, c'est à peu près 3% du PIB mondial. 3% du PIB mondial. Et dans les émissions de gaz de CO2, la France, c'est 0,9% des émissions de gaz mondiales. 0,9%. Bon. Alors, vous direz, c'est 0,9%. Oui. Enfin, le jour où on sera à 0%, il en restera encore 99,1%, et je ne suis pas sûr qu'on améliorera le sort de la planète. La Chine, c'est 29%. Nous, c'est 0,9%. La Chine, c'est 29%. Les États-Unis, c'est 13,8%. Et ça, ce ne sont pas les chiffres d'Éric Berdoati, c'est les chiffres de Global Carbon Project, qui est une instance internationale peu climato-sceptique. Hein. Et ce n'est pas la peine de vérifier, M. Mechmaz. D'abord, vous allez vérifier, vous n'écoutez rien, et donc après, vous allez recommencer. Si je vous le dis, c'est que je l'ai vérifié avant de vous le dire. Vous savez, on n'est pas brillant, je le sais, on n'a pas la fulgurance d'En Marche, mais on est des gens sérieux, on travaille, et quand on annonce quelque chose, c'est vérifié. Donc ce n'est pas la peine d'aller rechercher. C'est sur le site de Global Carbon Project. Alors après, quand on regarde, ça c'est l'émission de gaz en général, c'est les chiffres, c'est les données, c'est les dernières données à disposition, donc ça a peut-être un an de décalage par rapport à l'année en cours, parce que bien évidemment les stats ont toujours un an de décalage. Après, il y a une autre façon de regarder, c'est en fait l'émission de CO2 par habitant. Bon, oui, mais alors là, donc là, on est en 20e position, c'est-à-dire encore plus loin, puisque nous, on est à 4,9 tonnes de CO2 par habitant, ce qui est peut-être trop, mais enfin, les Américains sont à 16 tonnes par habitant, 16 tonnes, et les Chinois à 7,3 tonnes par habitant. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Et enfin, il y a des gens qui ont fait des études assez intéressantes pour essayer de voir qui a le plus pollué dans l'histoire. Alors pas de l'humanité, parce que les chiffres universels de la planète remontent à 1850. Et donc, ils ont regardé quels sont les pays qui ont le plus pollué depuis 1850, en valeur absolue, en émission absolue de gaz à effet de serre. Et alors là, les États-Unis, c'est 501 milliards de tonnes de CO2 depuis 1850. 501 milliards de tonnes de CO2. En un. En deux, la Chine, 265 milliards de tonnes de CO2 depuis 1850. La France arrive en 12e position avec 34 milliards de tonnes de CO2, donc bien loin de ceux qui polluent le plus. Et il y a, je n'oublie pas l'Inde et tout un tas d'autres pays. Donc en fait, tout ça pour vous dire, M. Mechmaz, que moi, je crois que
cette façon punitive de concevoir l'écologie ou les problèmes de dérèglement climatique sont extrêmement néfastes à la cause qu'ils veulent défendre. C'est comme les abrutis qui s'assiedent sur le périphérique pour essayer d'arrêter la circulation. Ce sont des abrutis. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Et moi, je ne comprends pas, ça s'appelle un trouble manifeste à l'ordre public, et je ne comprends pas que Manu Militari, il ne soit pas dégagé, d'abord dans leur propre sécurité, parce que vous allez voir qu'un jour, il y a des gens qui vont s'énerver et qui vont finir par rouler dessus. Si vous regardez les vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent, la semaine dernière, on a failli en venir, enfin moi j'étais pas là, hein, mais je regarde les réseaux sociaux, et vous voyez que les gars sortent de leur bagnole et finissent par faire le travail eux-mêmes, ce qui est assez, à mon avis, dangereux à la place de la police, parce qu'effectivement, ça fait trois quarts d'heure qu'ils sont arrêtés sur le périphérique, parce qu'il y a 8 gars qui sont assis avec des gilets orange, alors ils n'étaient pas jaunes, ils étaient orange, et qui ont décidé tout d'un coup qu'ils allaient punir tous les autres. On ne sait pas très bien quel est l'effet, parce qu'en plus, les gars, ils sont arrêtés sur le périph' avec le moteur qui tourne, vous voyez, c'est un bel exemple de concentration de CO2. Bon, et c'est la même chose pour ceux qui veulent porter atteinte aux toiles de maîtres dans le monde entier, ou ceux qui dégonflent les pneus des voitures en essayant de culpabiliser les gens parce qu'ils ont un SUV, c'est arrivé à Saint-Cloud. Moi, tout ça, je dois dire que c'est formidable, parce que ça rend insupportable leur activité, leur sphère idéologique et politique, et comme du coup c'est pas la mienne, si j'étais un peu cynique, je dirais c'est formidable, ça dessert la cause, et tant mieux, on va être tranquille. Eh bien, moi j'ai pas cette attitude-là. Je pense que nous sommes dans une situation qui manque, qui a trop d'idéologie, beaucoup trop d'idéologie, et qui manque beaucoup de science. Je vous prendrai un seul exemple. Les langues commencent à se délier seulement maintenant sur la fameuse voiture électrique. Alors vous allez dire, nous, on est tombé dans le panneau comme tout le monde, hein, à la mairie de Saint-Cloud. On a une flotte de véhicules électriques parce qu'on nous a expliqué que c'était formidable. Quand ça roulait, ça ne polluait pas, ce qui est vrai. Quand la voiture électrique roule, elle pollue moins que les autres. C'est tout à fait vrai. Le petit problème, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que la recherche du cobalt, la catastrophe écologique de l'extraction du minerai en Amérique du Sud ou en Afrique centrale est une catastrophe écologique, pire que la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste, pire que la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste. Et que finalement, le bilan général, sans parler du fait qu'on ne sait pas détruire ces batteries une fois qu'elles sont nazes, enfin qu'elles sont épuisées, eh bien le bilan de la voiture électrique n'est pas ce qu'on nous a raconté pendant des années. Mais vous savez, c'est les mêmes qui pendant 30 ans nous ont expliqué que c'était très dangereux et qu'il fallait arrêter le nucléaire. Vous voyez, on en est arrivé. D'ailleurs, le président de la République, en 2018, pensait à peu près la même chose, d'ailleurs. Il a fort heureusement changé d'avis. Oui. Mais en 2018, enfin voilà. Donc, si vous voulez, nous finirons par mourir guéris. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez, mais on passera de 0,9 à 0, c'est formidable. Et puis tout le reste continuera. Je suis très surpris que ceux qui s'assiedent sur le périph' n'aillent pas faire la même manifestation en Chine. Moi, je les encourage parce qu'ils sont courageux, pleins de talent, dévoués à une cause. Et comme c'est les premiers pollueurs, je les invite à aller rapidement manifester en Chine. Je pense que vous allez voir, on entendra plus souvent parler d'eux, vous voyez ? Parce que là-bas, c'est assez expéditif la façon dont on règle les problèmes. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays, je vous le dis tout de suite. Mais franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Nous sommes de bons élèves. Il y a des choses à améliorer. Bien évidemment, je ne dis pas que tout est merveilleux, mais franchement, si un jour on veut faire en sorte que les choses s'améliorent, eh bien, c'est un peu comme dans un foyer, vous voyez, dans une famille. Tout d'un coup, vous avez un incident de la vie, vous perdez votre travail ou vous avez un autre incident et vous êtes obligé de faire des économies parce que vos revenus ne sont plus les mêmes. Eh bien, vous ne commencez pas par vous attaquer à 0,9% de vos dépenses s'il vous faut faire 50% d'économies, mais vous commencez à vous attaquer à la plus grosse dépense pour essayer de la réduire et de vous en sortir. Et puis, une fois que vous avez passé le mauvais moment, vous reprenez un autre cycle. Donc voilà, la France, c'est 0,9% des émissions de CO2 au niveau mondial. Voilà la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut arrêter de culpabiliser les Français, qui sont plutôt des gens dynamiques, vertueux, qui ont un potentiel formidable. Et si on arrêtait de les embêter, pour ne pas dire autre chose, je suis persuadé que nous vivrions nettement mieux tous ensemble.